Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est le 7 février 2018. Bonsoir et bienvenue au journal de 20h. À la une, ce mercredi, la rencontre du chef de l'État avec les secrétaires généraux des centrales et des confédérations syndicales. Une rencontre pour un dégel de la situation de crise. À suivre, les responsables syndicaux et le chef de l'État. Les travaux de construction de la centrale thermique de Maria-Gleta avancent normalement. Le ministre de l'Énergie électrique est allé sur le terrain constater. Et puis les propriétaires de boulangeries et pâtisseries promettent plus de vigilance aux consommateurs. Ils ont rencontré la presse pour rassurer des efforts qu'ils font afin d'assainir leur corporation. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont rencontré le chef de l'État. C'est en tout 5 heures d'échange à bâton rompu et ceci dans une ambiance détendue. Les secrétaires généraux ont déroulé au chef de l'État les points de revendication contenus dans leur plateforme et qui justifieraient les grèves. Suivez ici quelques extraits de leurs interventions. Pour nous, aujourd'hui, Monsieur le Président, ce que nous recherchons, puisque quand on en arrive à rencontrer le Président de la République, ce n'est pas véritablement pour tirer sur des éléments qui ne nous permettent pas de progresser. Nous sommes allés en grève parce que la vie devient chère et que notre pouvoir d'achat n'est plus en mesure de soutenir le marché que nous fréquentons. Nous sommes allés en grève parce qu'on a pensé que le dialogue qu'on doit faire autour des lois sociales qui permettent, parce que les lois sociales ont une procédure d'adoption, que ce dialogue-là n'a pas été fait. Nous sommes allés en grève parce que, Monsieur le Président, nous avons convenu avec vous dès le départ que nous voulons d'une gouvernance apaisée et la Charte nationale du dialogue social a précisé en son point 6 que sur les réformes, on peut ne pas s'entendre parce que nous n'avons pas reçu le mandat de conduire et de diriger le pays. Mais nous devons en parler. Et que nous devons nous entendre sur les sacrifices que chaque parti doit consentir pour que le pays avance. Nous sommes allés en grève parce que justement, comme on le dit, on a engagé un processus de reversement par une décision d'État. Et ce processus-là dure, ça perdure. Au point où nous avons des agents qui ne sont ni chauves-souris, ni oiseaux, c'est-à-dire on ne connaît pas leur statut. Mais il faut que ça s'arrête un jour. Il faut simplement que vous puissiez instruire à nouveau vos ministres pour qu'ils nous rassurent dans le dialogue que nous faisons. Qu'ils disent ce qui est possible et qu'on s'entende sur ce que nous pouvons faire pour avancer. On ne peut pas dans un système comme celui-ci dire qu'on va tout avoir le même jour parce que nous en sommes conscients. Mais si on ne peut pas tout avoir le même jour là, ce qu'on veut avoir là, on l'a comment et dans quelles conditions? Si on prend par exemple le secteur de l'éducation, en dehors de des statuts particuliers, il y a des enseignants qui sont sans salaire depuis des années, les reversés de 2008. Là. Parmi eux, certains sont sans contrat, ils vont à l'école. Les autres revendications, Monsieur le Président, que cela soit le statut, les statuts particuliers des enseignants, rien n'a été donné. Aucun acquis, rien n'a été donné. Nous avons demandé une augmentation de salaire. Revalorisation du point indiciaire, du SMIC. On nous a dit, critères de convergence ne permettent pas de donner. Notre souci, en déclenchant ce mouvement de grève, c'est pour se faire entendre. Pour vous dire, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de développement sans croissance économique. Et il n'y a pas de croissance économique sans consommation. Le gouvernement s'engage à consulter, l'article 6 le dit, consulter les organisations syndicales et les organisations des travailleurs pour tout ce qui concerne les réformes et les projets de développement. Je cite cela de mémoire. Mais vous n'avez pas fait cela. Les différentes lois sociales qui ont été... C'est pratiquement des projets de société qui sont convertis en propositions de loi. Si vous avez laissé vos adversaires politiques par le mensonge intoxiquer le peuple, est-ce que c'est notre faute? Tout ce qui se dit sur vous, sur votre gouvernement, vous ne réagissez pas. C'est comme si cela ne vous atteint pas.
La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est parce qu'on nous a appris que les membres de votre gouvernement sont grassement payés. C'est parce que nous avons le privilège d'arriver au palais aujourd'hui que vous apportez le démenti. Mais ceux qui sont restés là-bas, ils ne pourront pas comprendre. Chez moi, on dit, Adigman Rouméo, oui. Et c'est vrai. C'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Moi, ça fait 2 semaines que j'étais à Boycon. Et c'est une femme du marché qui me dit, bravo, c'est lui qui fait. Est-ce que tu as appris que pour payer, ce que vous avez soulevé tout à l'heure, pour payer des véhicules neufs, il a, qu'on appelle, exonéré du paiement des droits de douane. Et aussitôt, après avoir acquis ces véhicules, il a fermé. Il dit, mais toi, c'est dans le marché que tu as appris ça, c'est où? Il dit, non, toi, vous syndicalistes là, on sait que vous êtes la poche du gouvernement. Vous savez, quand on vous écoute parler de vos réformes, on les comprend. Et moi, je ne doute pas de votre bonne foi. Et au passage, je voudrais remercier et féliciter vos collaborateurs, les ministres, nos ministres, pour la qualité des échanges que nous avons eus dernièrement à l'Infosec, qui est, c'est l'une des meilleures sessions que nous avons eues en termes de convivialité, en termes d'ambiance et en termes d'évolution également sur un certain nombre de points. Nous avons eu des points d'accord, mais on a eu également des points de divergence. Moi, je voudrais souhaiter sincèrement que cette séance avec vous, cette séance, tout le monde nous attend au dehors, parce qu'on se dit ils vont rencontrer le chef de l'État. Les points qui n'ont pas été les points sur lesquels nous sommes entendus sont des points que nous pourrions aborder ici. Si nous sommes venus devant vous aujourd'hui, je voudrais vraiment vous demander de faire ce que vous avez promis tout à l'heure, être notre avocat au sein du gouvernement, même si vous êtes le dernier recours, le dernier décideur. Permettez-nous de sortir de cette impasse en étant concret sur la question des statuts particuliers, en avançant encore un peu plus sur la question de la hiérarchisation des salaires et sur la question du SMIC. Et en réponse, le président de la République a exposé aux représentants des travailleurs l'immensité de l'œuvre qui se dresse sur la voie du développement. Il a réaffirmé, vous allez l'entendre, que les points de revendication soulevés seront examinés et satisfaits à la mesure des possibilités qu'offre la trésorerie publique. En ce qui concerne les statuts particuliers des enseignants, une commission interministérielle va se pencher sur la question. Les négociations vont donc se poursuivre, mais en attendant, le chef de l'État invite les grévistes à retourner à leur poste de travail. Je vous propose d'écouter le président Patrice Talon. Notre rôle est d'utiliser la caisse commune dans laquelle cotise chacun de nous et davantage ceux-là, ils payent plus que nous. Les plus pauvres, ceux qui ont encore moins, qui n'ont même pas accès à l'eau potable, contribuent à la caisse commune plus que nous qui sommes les privilégiés. Comment on fait pour que, globalement, bien que ce que vous avez aujourd'hui ne vous suffise pas pour satisfaire les besoins essentiels, pour payer les salaires des fonctionnaires. Mais ceux-là, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à vos services. Combien de gens, dont les salaires, dont les cotisations permettent de payer les agents de santé, combien d'entre eux ont accès aux soins de santé? Combien d'entre eux? C'est pour ça, monsieur le syndicaliste, que nous œuvrons à trouver les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie de manière générale de tout le monde. Si quelque chose a mis le feu aux poudres à tort, il est derrière nous. Et c'est la seule prière que je vais vous faire ce soir, c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes dans la dynamique de régler les problèmes en fonction de nos moyens. On n'a pas changé d'option. Les engagements que nous avons pris, nous en tout cas, on va les respecter et on les respecte. Les échéanciers qu'on a convenus, qu'on a signés avec le syndicat de la santé, nous les respectons. Donc il n'y a rien sur lequel on peut nous prendre à défaut. Pourquoi vous continuez de faire grève? Pourquoi?
Et c'est juste parce que le Parlement a agi sur ses prérogatives. Oublions ça. Jusqu'à ce que le débat revienne. Et en ce moment, même si ce débat revenait un jour, je vous en prie, faites-le sereinement, ce débat-là. Ne le faites plus en utilisant les moyens inappropriés. Tant que l'homme vit, il sera confronté à des problèmes, à des incompréhensions. La vie en communauté, en société, nous impose des échanges, des discussions au fil de la vie. Vous êtes d'accord? Est-ce que nous devons régler tous nos problèmes à l'instant même avant de dire que nous allons aller au travail? Est-ce que l'important n'est pas d'avoir la volonté de s'écouter, de régler les problèmes et de prendre date pour échanger? Oui, vous avez cité beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons, peut-être pas assez, pas suffisamment. Il y a des choses sur lesquelles, des choses qui ont été déjà réglées, que vous évoquez, peut-être que vous ne savez pas. Il y a des choses dont on n'a pas entamé le règlement. Mais tant que nous allons exister sur cette terre, nous serons confrontés à ça. S'il y a des choses qui sont graves, qui sont urgentes, parlons-en. S'il y a des choses qui ont amené la crise, et que ces choses-là sont du passé, oublions-les. Mais ne disons pas que tant qu'on n'a pas tout réglé, ou tant qu'on n'a pas réglé ce qui vous estimez urgent et indispensable, même si on n'a pas les moyens, la vie s'arrête, surtout que ce n'est pas ces problèmes-là qui ont généré la crise. C'est pour ça que je m'évertue depuis un moment à vous dire que le dialogue est insuffisant. Ça, je l'ai reconnu. Vous l'avez dit plusieurs fois. Nous n'avons pas l'occasion d'échanger souvent. Nous n'avons pas l'occasion de nous expliquer sur nos choix et de faire parfois les choix avec vous. C'est réel, c'est vrai. Mais vous pensez qu'à force de me le dire, à force de le dire, nous n'allons pas nous résoudre à le faire? Si. Ce que je voudrais que vous nous jugiez, c'est que depuis que nous sommes là, chaque fois qu'on s'est engagé à faire quelque chose, est-ce qu'on ne l'a pas fait? Alors, si c'est le cas, après la gestion de ce soir, je voudrais compter sur votre sens de responsabilité pour que les discussions continuent, mais dans une autre ambiance. Que les grèves illimitées, répétitives, ne soient plus le seul moyen d'aller en discussion. Et de noter que nous sommes de bonne foi, que nous avons la volonté d'avancer, que nous avons la volonté d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, des fonctionnaires et des autres, de nos autres citoyens, et que ce sera la transparence. Car à l'avenir, là où moi je vous attends, c'est dans la séance de discussion sur la recherche de consensus. Et quand nous allons vous présenter nos situations, la situation des comptes, je voudrais vous voir capable de trouver des consensus et de mettre le gouvernement à l'épreuve de l'exécution des consensus. Vous suivrez l'intégralité de la rencontre du chef de l'État avec les responsables syndicaux tout à l'heure après le journal. Encore quelques mois et la centrale en construction de Maria Gleta va fournir le premier mégawatt d'énergie électrique. C'est prévu pour le premier semestre 2019. Sur le terrain, les travaux de construction vont bon train. Le ministre de l'Énergie électrique, accompagné du directeur général de la SBEE et du directeur général de l'entreprise qui effectue les travaux, est allé sur le chantier de ce projet d'envergure structurant. Ghislain Poguet, Miché Elegbe. Un ministre et un directeur général de société d'État coulent du béton sur un chantier. Jean-Claude Oussou et Laurent Tossou sont à Maria Gleta sur le chantier de construction de la centrale thermique de 120 MW. Ils veulent constater par eux-mêmes le niveau d'avancement du chantier. Du point qui est fait par les techniciens en charge des travaux, beaucoup de choses sont déjà faites et le chantier avance rapidement. Nous avons aussi fini les études détaillées qui devront être validées et cette semaine, les travaux de fondation de la salle des machines viennent de commencer. Les premiers bétons ont commencé par être coulés. Les premières importations aussi sont en cours. Il y a le premier conteneur qui est déjà arrivé au port de Cotonou et qui est en cours d'enlèvement. Ce qui avance rapidement aussi, c'est le processus de mise en place des infrastructures socio-communautaires qui accompagnent le projet de construction de la centrale. Les appels d'offres concernant la construction de 25 classes au CEG de Ouettor sont en train de signer les contrats
avec des entrepreneurs. Si tout va bien, dans la semaine prochaine, on devrait lancer la voie pavée aussi de Carrefour Tankwe au site. L'avancée des travaux n'empêche pas le ministre en charge de l'énergie de marteler ses exigences. Premièrement, la qualité de réalisation. Deuxièmement, le respect des délais. Troisièmement, il faut qu'il y ait des retombées positives pour nos concitoyens, pour nos entreprises, à travers ce projet d'envergure et structurant pour le secteur, pour notre pays. Les préoccupations de Jean-Claude Oussou sont prises en compte, selon les propos des experts qui conduisent le chantier. Nous pouvons vous donner la garantie que BWFC a bien compris ces préoccupations. Nous sommes en avance par rapport aux plans initiaux et donc nous pouvons tenir les délais. Tenir les délais, mais en prenant en compte les paramètres environnementaux, chers aux partenaires techniques et financiers. Au plan environnemental, tous les autres aspects sont pris en compte. C'est-à-dire qu'à partir du dédommagement des populations, les règles qui sont respectées sont celles de la Banque mondiale, qui sont très exigeantes au plan environnemental. Donc c'est un projet qui, à 100%, tient compte des aspects environnementaux au plan international. À la fin de la visite du chantier, le préfet de l'Atlantique reste confiant quant à la poursuite des travaux. Et ce que nous constatons sur le terrain nous rassure de ce que les délais seront tenus et que bientôt, définitivement, sera chassée l'obscurité au Bénin. Chasser l'obscurité et plus encore, devenir autonome en matière d'énergie électrique. Nous sommes en phase de réalisation des projets structurants, ceux qui vont nous permettre d'avoir nos propres capacités de production. On aura de quoi alimenter la moitié des besoins du Bénin et dès que ce projet sera réalisé, vous verrez qu'effectivement, nous sommes vraiment indépendants par rapport à ce qui est prévu et nous respectons ce qui est prévu dans le cadre de la restructuration du secteur de l'électricité. Cette restructuration du secteur de l'électricité, selon les vœux du gouvernement, sera source de profonds changements dans la vie des populations. Ce changement, ils vont s'en apercevoir très rapidement à travers un certain nombre d'infrastructures socio-communautaires qui sont prévues, 25 salles de classe, d'infirmerie, les routes, la clôture du CEG, l'électrification de toute la zone sur 25 km. Le premier mégawatt est prévu pour être produit ici, courant, premier semestre 2019. Et pendant ce temps, une délégation de la Banque saoudienne de développement était ce mercredi sur le site du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. C'est pour évaluer les résultats et les performances de l'assistance fournie par le Fonds saoudien de développement au gouvernement du Bénin afin de lutter contre l'avancée de la mer. À la fin, vous allez le voir, satisfaction totale exprimée. Simon Villon, Faridat Djibril et Jérôme Ongo. La deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou évolue normalement. La délégation de la Banque saoudienne de développement s'en est rendu compte à l'occasion de cette descente. Aujourd'hui, nous avons été témoins oculaires, vivants, du premier résultat de cette coopération qui est réellement unie à travers ce projet. Et c'est la démonstration la plus éloquente de l'amitié et de la fraternité entre l'Arabie saoudite et la République du Bénin. Grâce à ce projet, cette maison par exemple a pu résister à la furie de la mer, comme bien d'autres. Son avancée est maîtrisée sur une emprise de 40 à 50 mètres. La mission a 3 objectifs. Le premier, c'est de participer à la réception officielle des infrastructures éducatives de l'université de Kétou. Deuxièmement, la délégation est là également pour évaluer les résultats et les performances de l'assistance fournie jusqu'à ce jour par le Fonds saoudien du développement au gouvernement du Bénin. Et la réalisation de l'érosion côtière, c'est l'un des masterpieces, comme on dit en anglais, de cette coopération où le Fonds saoudien du développement a été l'un des pionniers avec les autres institutions arabes pour financer cette phase 1. Donc ils sont venus constater eux-mêmes quel est le résultat. Et la satisfaction est totale, comme l'a dit M. Ibrahim El-Turki. Ils ont vu que le résultat est patent. Il y a maintenant la plage qu'on arrive à récupérer. Et ceci se situe dans le droit fil, je le lui ai expliqué, du programme d'action du gouvernement. Ensuite, le Fonds saoudien de développement finance l'hôpital de Savet. C'est en construction. Et nous espérons d'ailleurs qu'à l'occasion de l'inauguration de cet hôpital, le Fonds saoudien lui-même va faire le déplacement pour recevoir cet hôpital. La participation de l'État béninois à la bonne forme des relations avec le Fonds saoudien de développement réside dans la bonne gouvernance. C'est d'abord
l'enracinement de la gouvernance, le sérieux du gouvernement, dans la gestion des affaires, dans la gestion des financements qui sont octroyés par les institutions arabes. Lorsque ces conditions sont réunies, ces institutions sont beaucoup plus motivées pour donner davantage de ressources au gouvernement. Et je dois vous avouer que dans le cas d'espèce, le président Talon est très à cheval sur le renforcement de la gouvernance, à travers en particulier les performances des projets. Parce que tout se résume à l'investissement. Quand l'investissement marche, automatiquement la croissance est au rendez-vous. Le Fonds saoudien de développement prévoit également d'accompagner le gouvernement dans plusieurs autres domaines en vue d'impacter les populations. Parlons à présent du recensement administratif à vocation d'identification de la population, le RAVIP. Le préfet du littoral est allé sensibiliser les conducteurs de taxi-moto. Modeste Toboula leur a surtout parlé des avantages qu'offre le RAVIP. Reportage Patrick Ayadji, Bénédicte Possou. Nous allons échanger avec le coordonnateur et les autres acteurs du processus pour vous faciliter la tâche en mettant un poste à votre disposition. Doter le parc central des émigrants dénommé Camp Marié d'un poste d'enrôlement pour le compte du RAVIP. Tel est l'engagement du préfet du littoral au profit des conducteurs de taxi-moto. La démarche est salutaire et les hommes en jaune brûlent d'impatience de voir ce projet devenir une réalité. La promesse du préfet est arrivée, nous l'avons accueillie avec applaudissements, mais que ce qui est dit soit fait. C'est ça que le Béninois attend aujourd'hui. Et je sais que le préfet du littoral, son Excellence Modeste Toboula, doit faire tout pour que la corporation ZEM du littoral soit enroulée. Modeste Toboula a invité les conducteurs de taxi-moto à ne pas céder aux rumeurs qui font du RAVIP un instrument politique. Restez serein, restez calme. Le RAVIP, ce n'est pas pour les élections, il n'y a pas d'élection en 2017 ni en 2018. C'est d'abord pour le développement. Le RAVIP, c'est pour votre vie. Le RAVIP, c'est pour vous permettre de continuer à exister après l'opération. Le RAVIP, c'est 10 ans de validité de votre carte nationale d'identité. Le RAVIP, c'est l'identifiant unique personnel. Le RAVIP, c'est simplement la vie. Mais il se trouve que certaines personnes animées de mauvaise volonté vous induisent en erreur en vous disant de ne pas aller faire le RAVIP. Les gaillemans politiques qui ont utilisé cette méthode pour survivre, il faut que vous compreniez que le temps est passé. À moins de 3 mois de la fin de cette première phase de l'opération du RAVIP, le déplacement du préfet vient confirmer la volonté du gouvernement de susciter l'adhésion de tous autour de cet outil de développement. L'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin promet plus de vigilance pour le bien-être des consommateurs. Ses membres ont rencontré la presse, ceci après avoir, disent-ils, renoué le dialogue avec leur ministère de tutelle. Ils informent l'opinion publique des efforts qu'ils font afin d'assainir leur corporation. Explication, Ricardo Loïc-Pécou, Iva Godopessi. Face aux professionnels des médias, Gatien Adjagboni et ses pairs sont revenus sur les grandes recommandations issues de la rencontre tenue avec l'autorité de tutelle. En effet, avec le ministre Serge Arissou, les membres du bureau de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin ont focalisé leurs échanges autour de la question. L'obtention de l'autorisation d'installation d'une unité de production en République du Bénin et ses corollaires avant toute production. En 2, nous recommandons un programme de mise en place des règles d'hygiène et des normes de la boulangerie artisanale et de la boulangerie industrielle. Comme 3e recommandation, nous pensons que des améliorations sont nécessaires dans le processus de l'utilisation des farines mises en panification et en pâtisserie. En réponse aux questions des hommes des médias, le bureau de l'ANAPEB a insisté sur la nécessité de la poursuite des réformes en vue de mieux assainir la corporation de la boulangerie-pâtisserie au Bénin. C'est pourquoi les membres de cette association ont fait plusieurs recommandations
au nombre desquels figure en bonne place l'appui de Bénin Contrôle pour un contrôle de qualité de la farine de blé. Bénin Contrôle étant en fait en avant-garde du contrôle et tout ce qui rentre bien sûr aux côtés de la douane, nous demandons à Bénin Contrôle de s'impliquer un peu plus sur le contrôle de la farine de blé et de mettre sous anonymat les farines qui doivent rentrer sur le territoire national, de faire des tests sous anonymat et de vérifier si ces produits, ces farines de blé respectent en fait les arrêtés en République du Bénin. Et une fois que c'est fait, la farine peut passer, en fait, être libérée du cordon douanier. Le bureau de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin, soucieux du renforcement de la sécurité alimentaire, promet faire preuve de vigilance pour assurer le bien-être des consommateurs. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi célèbre ses noces d'émeraude, ses 40 ans au service du développement, un parcours exceptionnel qui distingue cette entité de l'université d'Abomey-Calavi. 40 ans, ça se célèbre. Jean-Claude James et Simon Villon ont assisté à la cérémonie solennelle d'ouverture des festivités. Instant de réjouissance dans cet amphi Idriss Déby Itno, lieu de rencontre de ces acteurs de l'université. Ils ont fait le déplacement pour la célébration des 40 ans d'existence de l'EPAC, École Polytechnique d'Abomey-Calavi. Je crois que c'est une fierté. Les 40 ans, c'est l'histoire et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'érection de l'EPAC et à son évolution. C'est donc avec beaucoup de sympathie et d'émotion que je voudrais saluer les visions et le courage de mes prédécesseurs. Je voudrais surtout rendre un vibrant hommage à tous les enseignantes et enseignants, ainsi que les membres du personnel administratif, technique et de service, qui ont contribué d'eux-mêmes pendant les 40 dernières années pour que l'EPAC puisse continuer de rayonner et d'occuper une place privilégiée parmi les institutions polytechniques de formation universitaire au Bénin et dans la sous-région. Durant 4 décennies, plus de 6000 professionnels ont été formés. Mais cette école, construite grâce à la coopération canadienne, espère du soutien pour continuer la marche. Une éducation de qualité passe par l'amélioration des conditions de vie et d'études des apprenants. L'un des majeurs problèmes actuels de notre école est celui des infrastructures. Nous n'en avons pas un nombre suffisant et celles qui existent méritent une réflexion. Il faut souhaiter que les autorités au niveau le plus élevé prennent la mesure de cette situation et accompagnent l'EPAC et toutes les entités de l'UAC et de nos universités de manière conséquente. Le soutien du gouvernement ne manquera pas, mais l'amélioration de la qualité de la formation reste une exigence des autorités. Nous nous donnons comme objectif de réduire progressivement les déficits en enseignants, en infrastructures d'accueil et en outils didactiques, afin de favoriser l'adéquation de la formation aux besoins de développement. C'est pourquoi pour les années à venir, nous vous invitons à plus de mobilisation et à plus d'ardeur au travail. Plusieurs communications, comme celle qui a porté sur la contamination de l'écosystème par les résidus des pesticides, vont meubler la célébration. Et voilà qui referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à notre campagne.